Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comme un lundi. Aujourd'hui, on reçoit David. David, bonjour. Bonjour. Alors, un invité au parcours impressionnant et riche d'enseignements, entrepreneur, formateur et expert en acquisition de leads B2B. Tu accompagnes les entreprises dans leur stratégie pour transformer les prospects en clients. C'est ça. De la banque à l'entrepreneuriat en passant par des projets innovants comme Mon Site Vert, pour le nommer. Tu as accumulé une expertise unique en développement commercial et en stratégie digitale. Alors dans cet épisode, tu vas partager avec nous tes conseils et pour justement optimiser la prospection, ensuite avec des anecdotes d'entrepreneurs et ta vision sur un numérique plus responsable. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser une question clé. Selon toi, quelle est la ligne directrice qui relie le pôle marketing, communication et du pôle développement commercial dans une entreprise, qu'elle soit petite ou grande ? Waouh, ça commence fort. Ça commence fort, et parce que justement, on peut se poser la question de comment tout cet écosystème se fait, parce qu'on cherche une chose, c'est vendre un produit ou un service, mais comment on s'aligne surtout avec toutes ces personnes-là ? Ouais, bah alors moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on a voulu faire des services différents dans des entreprises. Alors, c'est les grands groupes qui ont fait ça, en créant un pôle communication, un pôle commercial, un pôle marketing. Mais en vrai, c'est les doigts d'une même main, puisqu'en fait, quand on dit commercial, en fait, ce n'est que le bras armé du marketing, et la communication, c'est le bras armé du marketing. Le marketing, c'est le marché, c'est étudier le marché, c'est le comprendre, c'est savoir comment on va pouvoir proposer une valeur à des clients. Puis une fois qu'on a défini ça, il va falloir aller sur le terrain les chercher, donc soit en mettant en place un branding et le déployer en termes de communication. Donc ça, c'est le pôle communication. Et puis de l'autre côté, aller chercher en one-to-one les personnes qui sont sur ce marché. Et là, c'est les commerciaux. Donc déjà, c'est vraiment tous les services sont censés être reliés à la base. Et après, il y a la partie tech qui crée le produit. Et ces trois services qui le commercialisent, qui le présentent au marché. Donc, voilà. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais Ça, c'est aujourd'hui, le meilleur des mondes. sur le terrain, qu'est-ce qu'on constate justement ? Est-ce que justement, pourquoi la communication et le pôle marketing sont souvent mal alignés en entreprise ? Alors ça, c'est oui, effectivement, ce que je disais, c'est le monde idéal. Effectivement, ce que j'ai pu constater, ça fait déjà 20 ans que je bosse en tant que sales, head of sales, entrepreneur. Et ce que j'ai pu voir, c'est effectivement un désalignement complet avec les marketeurs qui se tapent dessus avec les commerciaux qui ne sont pas d'accord avec ce que les marketeurs font. On mélange les postes aussi, marketing, communication, comme si c'était la même chose, alors que c'est quand même... C'est deux choses différentes, en fait. C'est deux sujets différents, mais qui doivent bosser ensemble. Ouais. Et en fait, il y a un désalignement parce que chacun tire sa couette à lui. Et parce que il y a beaucoup d'ego là-dedans, avec chaque service veut tirer c'est moi qui génère le plus de leads, c'est moi qui génère le plus de ventes. Or, on est censé se servir les uns les autres. Moi, en tant que commercial, je me sers de ce que les communicants font. Inversement, le marketing doit récupérer la data terrain que les commerciaux ont pour pouvoir tous se réaligner. Et donc non, le pire constat que je puisse te faire, c'est quand je travaille dans des grands groupes, notamment bancaires, où effectivement, moi, commercial, on me demandait de vendre en tant que chargé d'affaires. Mais sauf que par ailleurs, il n'y avait pas le marketing me donnait des outils qui n'étaient pas du tout performants, parce qu'en fait... c'était désaligné, quoi. Il n'y avait rien à voir, donc je m'en servais pas. Puis après, on se fait engueuler parce qu'on ne se sert pas des outils. Et après, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est le serpent qui se mord la queue, puis il y a un désalignement total qui s'opère. Ok. Alors justement, comment ne pas tomber aussi dans le piège de se survendre ou de mettre trop en avant son projet ça revient à comment structurer, en gros, son discours, justement, face à son prospect. Comment ne pas tomber dans le piège C'est comment rester à la fois authentique et convaincant, et tout en étant aligné sur les objectifs commerciaux. En fait, je pense que le plus simple, ce serait que chacun fasse au métier de l'autre. En fait, si les commerciaux savaient comment ça fonctionne, de créer une base de données, de la qualifier, de le faire proprement, comprendre le marketing, que le marketing faisait des calls, des appels de vente, choper des rendez-vous, que les communicants s'occupaient aussi en partie de faire des rendez-vous commerciaux. En fait, chacun faisait un peu le métier de l'autre et que ça se mélangeait. Et c'est ce qui est en train de se passer ces dernières années. Il y a un mix qui est en train de se faire sur les trois métiers là.
On demande à des commerciaux de faire des posts LinkedIn, par exemple. Mhm. Je pense que c'est ce qui pourrait permettre de faire en sorte que tout le monde comprenne l'autre, en fait, et d'aligner tout le monde ensemble. C'est ce que je fais avec mes entrepreneurs. Je forme pas mal d'entrepreneurs où là, ils sont les trois casquettes. Ils sont à la fois les communicants de leur boîte, ils sont les commerciaux de leur boîte, ils sont les marketeurs de leur boîte. Bizarrement, ça marche bien. Quand ils comprennent les trois métiers, Quand chacun en fait a la problématique de l'autre, en fin de compte, c'est ça. ils savent du coup Ouais, comment y répondre. complètement. Que le marketeur accompagne le commercial sur le terrain, par exemple. Et Ok. inversement, que le commercial monte voir le marketing, comment il travaille sur les études de marché, par exemple. Donc pour toi, c'est ça les ingrédients en fait, au bout d'une communication et de justement générer des leads, ça va être aligné et justement avoir les problématiques de l'autre. Mais au sein d'un gros groupe, donc on est tous un peu écartés, mais justement dans une petite entreprise, comment justement on n'empiète pas sur le service d'un autre et comment on définit les cloisons de l'autre tout en ayant cet écosystème. Bah justement, je pense qu'il ne faut pas cloisonner. Ok. Je pense qu'il faut rester décloisonné avec... les métiers se marchent de plus en plus dessus. Aujourd'hui, par exemple, la génération de leads, c'est générer donc des prospects. Me semble-t-il, il y a encore 10 ans en arrière, c'est les commerciaux qui faisaient ça. Mhm. Aujourd'hui, la génération de leads, c'est les communicants, c'est les commerciaux, c'est les marketeurs, avec le gros marketing notamment. Donc en fait, c'est trois services qui génèrent des leads. Donc je pense qu'il faut les mélanger. Il faut mettre tout le monde ensemble. Ils ont un seul et même but en fin de Bah, en compte. fait, ouais, et je pense même que je pense à certaines boîtes comme HubSpot ou d'autres grandes boîtes américaines qui l'ont compris. Ce qu'ils font, c'est de mélanger une personne qui s'occupe d'aller sourcer, d'aller chercher des informations sur LinkedIn. Il qualifie l'info pour pouvoir la donner à un sales, à un commercial qui lui fait office de transformateur de cette info en rendez-vous, puis en qualification, puis en rendez-vous client. Donc au final, on a bien les deux qui bossent ensemble finalement. Mhm. Donc plus on travaille décloisonné ensemble vers un même objectif, plus ça fonctionne. En tout cas, c'est ce que je prône pour avoir vu les deux visions et avoir vu que c'est clairement la deuxième qui fonctionne le mieux, quoi. Ok, top. Justement, tu parlais d'outils comme HubSpot. Ouais. C'est lequel aujourd'hui, on va revenir après sur LinkedIn, parce que c'est clairement l'arme fatale des communicants et des sales. Mais c'est quoi aujourd'hui ton outil numéro 1 dans lequel tu ne pourrais pas te passer aujourd'hui? Waouh, il y en a plein, il y en a trop. Ou alors faire un petit top 3. Un top 3, ouais, c'est peut-être Allez. plus simple. Top 3, j'ai besoin d'un outil qui me permet d'enrichir la donnée pour avoir une base de données qualifiée. Et là, je me sers énormément de Full Enrich, qui est un Mhm. outil incroyable, avec une équipe incroyable. Une fois que j'ai une base de données qualifiée et enrichie, j'ai besoin de la mettre dans un CRM. Et là, je me sers d'HubSpot. Il y en a plein, hein. Il y a la dose de CRM qui sont vraiment cool. Mais j'utilise HubSpot, qui fait partie c'est l'un des leaders du marché, pour pouvoir stocker ma data et qualifier les informations au fur et à mesure des avancées, de suivre mon pipeline de vente. Et mon troisième, ça va être Lemlist, qui est un outil qui me permet justement de créer des campagnes multicanales pour pouvoir entrer en relation avec des prospects, les faire avancer, essayer de toper des rendez-vous. Ça serait le top 3, ouais. Et il y en a plein d'autres, hein. Ouais, c'est ça. Et donc, on va venir au quatrième, LinkedIn. Donc, tu travailles avec de nombreux entrepreneurs qui utilisent LinkedIn pour prospecter. Quelles sont les bonnes pratiques spécifiques justement à ce réseau pour se démarquer et attirer des prospects? Alors, effectivement, LinkedIn, c'est le plus important quand on est en B2B. Pas forcément obligé, hein, ça dépend de Ok. ce qu'on fait, de ce qu'on vend, mais très souvent, c'est LinkedIn qui va être numéro 1. Les bonnes pratiques, déjà, c'est d'arrêter de vouloir vendre pour vendre. Parce que sinon, c'est cramé en fait. C'est cramé, mais j'en ai fait justement une vidéo sur Mhm. LinkedIn, justement. La première chose, c'est d'apporter de la valeur, de donner le maximum de valeur à des gens, à une audience qui permet justement de montrer qui on est, quel est notre apport de compétences, qui on est capable d'aider, comment on est capable de les aider. Donc donner beaucoup de valeur. Je dis toujours que même en donnant 100% de mon savoir, ça n'empêche que des gens vont vouloir me contacter quand même pour justement parce qu'ils me font confiance. En fait, je vais créer un pilier confiance qui fait que les gens vont quand même me contacter en me disant bah ouais mais on veut travailler avec toi, pourtant tu nous as donné 100%. Donc ne pas vendre et donner beaucoup de valeur, ça c'est le premier point important sur LinkedIn.
Et le deuxième, c'est l'apport de régularité. Ok. Un post par semaine est mieux que 10 posts d'un coup et plus rien pendant 3 mois. Pour l'algorithme, c'est conseillé. Et justement, donc pour éviter de vendre, on parle beaucoup en ce moment de personal branding. Ouais. Donc selon toi, pour un communicant ou autre, développer son image tout en restant aligné sur la stratégie de son entreprise, c'est jouable? Ouais, c'est jouable. Quand on est indépendant, c'est plus facile parce Ouais. qu'on fait ce qu'on veut, on se crée son identité, sa marque. Mm. Quand on est dans une boîte salariée et peut-être même dans un grand groupe, ça va être plus difficile parce qu'on a besoin de faire corréler son personal branding avec ce que l'entreprise attend de nous en tant que salarié de cette boîte-là. Pour autant, le personal branding, comme son nom l'indique, pardon, c'est personnel. C'est-à-dire qu'en gros, c'est qu'est-ce que moi je suis, qu'est-ce que je veux partager à mon réseau, qu'est-ce que j'ai envie de donner comme idée, comme valeur, de transmettre, quels sont mes points de vue. Parfois, ça peut être clivant, on peut ne pas être d'accord. C'est pas grave, justement, partagez dans les commentaires pourquoi vous n'êtes pas d'accord et on va échanger ensemble. Donc, au contraire, je pense que le personal branding, effectivement, je suis en train de construire en ce moment. C'est nécessaire pour réussir et augmenter sa valeur sur ce réseau-là. Et puis ça paye, parce qu'on voit que quand on communique en tant que personne, en tant qu'être humain, forcément ça génère beaucoup plus d'interactions. Mais se mettre en avant, c'est pas facile. Donc est-ce que toi, justement, tu donnes des conseils, toi, aux personnes que tu formes sur justement laissez-vous aller, faites comme si vous aviez pas de réseau, communiquez comme vous voulez, ou qu'est-ce que Ouais. justement pour les convaincre de se mettre en avant et justement de pas vendre, mais vendez-vous plutôt que vos services. C'est pas simple, hein. Non, c'est pas simple. Je le comprends, les gens qui me disent bah non, mais je vais pas envoyer un message sur LinkedIn, bah non, je vais pas me tourner en vidéo, c'est ridicule, je passe pas bien ou que sais-je. Je fais partie de ces gens-là. J'ai fait partie de ces gens-là pendant très longtemps où j'ai pas pris la parole sur LinkedIn. Erreur fondamentale selon moi, notamment en 2023, 24, 25, 26, là, c'est ne pas le faire, c'est se priver de beaucoup de choses. Euh, Ce que moi je me suis dit, c'est si je ne prends pas la parole en public, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Et donc j'avais un syndrome de l'imposteur, de me dire mais non, mais qui suis-je pour dire des choses sur LinkedIn? Il y en a qui proposent déjà plein de contenus hyper pertinents. Moi, ça sert à rien ce que je fais. Et au final, maintenant, en fait, quand je regarde le contenu sur LinkedIn, il y en a beaucoup qui prennent la parole, qui devraient... je sais que je propose aussi bien, sinon mieux. Ouais. Donc, vas-y, ose, lance-toi, ça va bien se passer. Faut sortir aussi de ce comptage de likes. Oh là là, j'ai que 11 likes, c'est nul. Non, c'est pas grave. Poste, en fait, ça va venir avec le temps. Tu vas engager ta communauté au fur et à mesure du temps qui passe. C'est pas le nombre de likes qui compte. Je connais des entrepreneurs qui postent avec 2-3 likes et finalement, à la fin, aujourd'hui, alors ils que sont... le fond, et ils le génèrent fond des est de leads. qualité et puis générer... Ouais, c'est ça, vaut mieux... oui, c'est ça, parce que avoir plus de 100 likes à une publication, Ouais. mais au final, 0 lead, C'est ça. ça mène En fait, il faut se faire plaisir en se disant je veux aider les autres, j'ai des choses à apporter, je veux juste apporter ce que j'ai à dire. Et il faut se faire plaisir en le faisant, donc choisir son format et se faire plaisir dessus. Il faut arrêter de vouloir la validation des autres. Il faut arrêter de croire que les autres vont nous juger. Et quand même ils nous jugent, on n'est pas responsable de leur jugement. Par contre, on est responsable de ce qu'on fait. Il faut juste se décomplexer de ça. Se détacher, prendre de la complet. hauteur. Puis il y a aussi ce truc de trouver l'idée, de se dire est-ce que ça va être un sujet pertinent ou pas, ou des fois on va poster quelque chose, on va se dire bon bah je parle pour parler, mais au final ça rend service. Toi, comment tu trouves tes idées, toi, justement, sur justement ta stratégie que tu essaies de mettre en place? Alors déjà, j'ai 2 sujets. J'ai l'entrepreneuriat, puisque je suis entrepreneur et j'accompagne des entrepreneurs. Donc forcément, je suis très focus là-dessus. Et mon cœur d'expertise dans l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup le côté marketing et sales. Donc je donne énormément de tips là-dessus. Donc déjà, mon fond, c'est donner des tips marketing, des tips sales sur la proposition de valeur, sur comment se repositionner, comment proposer quelque chose à son marché, répondre à un problème douloureux, savoir quels sont les canaux à aller chercher, enfin tout ce qui touche à du commercial et du marketing sur le fond et la forme. Et puis sur l'entrepreneuriat aussi, quels sont les mindsets à adopter, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut arrêter de penser, croire, toutes les pensées limitantes là, à sortir de sa tête. Donc je partage énormément là-dessus.
Dernier point aussi, c'est sur la forme. J'ai commencé tout doucement, un post par semaine déjà, en format écrit. Puis Mhm. après, j'ai commencé à partir sur format écrit plus un post vidéo avec Fabeos Prod justement. L'objectif, c'est de passer à 2 posts par semaine, puis 3 sur des formats un peu différents. Je commence à prendre du plaisir. Il m'aura fallu 5 mois avant de commencer à prendre Mhm. vraiment du plaisir à le faire et à l'automatiser dans mon agenda. Maintenant, c'est fait, c'est là. Je le fais toutes les semaines, j'ai 2 posts, j'ai passé à 3. Donc Incroyable. ça vient avec le temps, il faut juste se faire confiance. Bon, on a déjà hâte. Et pour terminer, moi, j'aimerais parler du numérique responsable, Ouais. notamment avec le cas de Monsiver. Est-ce que tu peux présenter en vraiment une phrase ce que c'est cette solution? Alors, mon site vert, c'était mon ancienne boîte que Ouais. j'ai dû arrêter pour des raisons de complications entre associés. Mhm. On a dû l'arrêter en début 2024. Et mon site vert, c'était un outil qui permettait de créer des sites internet éco-responsables, donc allégés au niveau de leur code et stockés sur des tout petits serveurs qui étaient alimentés par des panneaux solaires. C'était incroyable comme idée, Mais clairement, dégoûté de ne pas avoir pu continuer cette aventure. Et ça permettait, en fait, la valeur, c'était de permettre à des entreprises de continuer de communiquer sur les réseaux, enfin sur Internet, pardon, de continuer à communiquer sans consommer plus d'énergie, sans polluer plus, parce que le numérique pollue énormément. mhm. Sauf que les gens ne s'en rendent pas compte parce que on le voit pas. On est un peu encore avec des œillères. C'est ça. Donc justement, tu parlais de valeurs. Comment justement tu portais ce message fort autour de la sobriété numérique et comment t'arrivais à vendre justement ton produit aussi spécifique avec ces valeurs fortes autour de la sobriété numérique? Sur mon site vert, alors on a bossé dessus pendant 2 ans. On a réussi sur les 6 derniers mois de l'année à atteindre un peu plus de 110 clients. On était en train de trouver notre product market Mhm. fit, on allait accélérer. En fait, comme on a réussi à trouver la bonne valeur, c'est en proposant d'abord la performance avant l'éco-responsabilité. En fait, il faut savoir que les gens peuvent être sensibles à l'éco-responsabilité, à l'écologie et tout ça, mais soyons clairs, en fait, ça reste secondaire. Ouais, On le donc voit encore aujourd'hui, en 2024-25, on est très loin des accords qu'on s'est fixés, on ne va pas dans la bonne direction du tout depuis, si on lit les derniers rapports du GIEC qui sont hyper alarmants. En fait, ça a du mal à infuser, en fait. Et les gens, ils sont l'un des mécanismes de défense de l'humain, c'est le déni. Donc en fait, on est dans une sorte de déni climatique. Et donc en fait, pour réussir à vendre la solution malgré tout, ce qu'on a fait, c'est d'arrêter de parler d'écologie et on a parlé d'abord de performance. On a complètement switché en disant, vous allez avoir un site ultra performant, ultra optimisé en SEO pour Google et être hyper bien référencé. Cerise sur le gâteau, ça sera ça serait éco-responsable. éco-responsable. Donc Ok. en fait, on a tourné notre message autrement. Ok, ouais, ça serait du secondaire vu que ça reste encore un secteur niche. Ouais. C'est ce que tu vois aujourd'hui et demain, est-ce que ça va prendre de l'ampleur ou est-ce qu'on va encore rester dans le déni? J'espère. On J'ai pas espère j'ai aussi. pas de boule de boule. cristal pour le deviner, mais j'espère qu'on va avancer. On avance hein, quand même. On le voit, il y a des super initiatives. Je pense à Team for the Planet par exemple. Je pense à des banques comme Green Got qui avancent sur ces sujets-là très très fortement. Il y a des outils aujourd'hui, même si mon site vert n'existe plus, en tout cas plus avec moi. Il y a des outils comme Greenoco qui lancent des initiatives de décarbonation de sites internet. Donc il existe des solutions, ça va aller dans le bon sens, il faut juste que les gens prennent conscience. On est dans un schéma éducatif, on est en train d'éduquer les gens. C'est quoi le numérique responsable? À quoi ça sert? Pourquoi on peut faire mieux? Comment on peut faire mieux? Donc ça prend du temps, j'espère que ça prendra pas trop de temps, parce que 2050, on devait atteindre la neutralité carbone en 2050. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc il va falloir prendre la mesure très vite. Ok, pour conclure, justement, est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui souhaitent, au sein de leur entreprise, intégrer ces valeurs de responsabilité environnementale dans leur campagne, que ce soit en interne ou en externe? Dans leur campagne, c'est-à-dire? Dans leur campagne, justement, dans les valeurs, que ça devienne une des valeurs principales et justement de fédérer tout ça. Pour le mettre dans une entreprise, je pense qu'il faut l'incarner, donc c'est mieux d'y aller par étapes. Ça sera toujours mieux une entreprise qui essaye de mettre un petit quelque chose en place et d'expliquer pourquoi elle met ça en place. Ça aura toujours plus de sens que d'essayer d'en faire trop tout de suite. Et ça va désorganiser, l'équipe va avoir du mal à comprendre.
et ça ne fonctionnera pas. Donc d'y aller par étapes, c'est toujours mieux. Et quand on a mis le doigt dedans, ça ouvre des perspectives. En fait, on peut faire ça. En fait, on peut améliorer ces sujets-là. En fait, on peut prospecter comme ça. En fait, on peut communiquer plus sobrement. En fait, on peut mettre en place... Et ça vient tout seul, en fait. Mais il faut juste mettre le doigt dedans. Ok, top. Bah, merci beaucoup, en Merci tout à cas, toi. d'avoir accepté cette invitation. Et puis, on se retrouve à très vite. Et ben, merci bien. À bientôt.